Fin 2015 sortait la suite pas spécialement attendue de la saga Star Wars avec son épisode 7, Le Réveil de la Force. Un épisode qu'on pourrait pudiquement dire très inspiré par l'opus originel, Un Nouvel Espoir, mais cette similitude qu'on retrouve dans les plans, le rythme, le montage un peu partout, nous permet de mettre en lumière un élément très différent pour le coup, la fin. En 2015, après 2 heures de film, on avait ça. Alors qu'en 77, Luke et ses potos nous balançaient plutôt ça à la gueule. Et c'est loin d'être un détail, ces fins extrêmement différentes le sont surtout dans ce qu'elles disent de l'ambition des films. Pour le 7, c'est celui de revenir aux sources, d'effacer les 30 ans passés et surtout s'inscrire dans une nouvelle trilogie très lucrative. Alors que la première nous offre une résolution forte, clôt les enjeux du film, mais ouvre également la porte à un univers immense qui va marquer des générations. 2 salles, 2 ambiances. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des fins de films. Bienvenue dans Kino. Les criminels! Ils les ont fait sauter leurs bombes! Oh, les fous! Je vous hais! La fin est évidemment un élément central de la mise en scène d'un film, puisque, assez logiquement, c'est la dernière impression qu'on laisse au public avant les crédits. Elle doit donc à la fois clore les enjeux soulevés par l'intrigue, mais aussi clore la proposition esthétique et cinématographique du cinéaste, si possible en marquant ses spectateurs à tout jamais. Un des moyens les plus communs, c'est celui du retour à la normale, ou de la marche dans le soleil couchant à la Lucky Luke. C'est une façon de doucement refermer l'histoire, de laisser les personnages s'en aller au fond du cadre et disparaître pour nous permettre à nous, spectateurs, de nous réhabituer au vrai monde de la réalité véritable. Souvent après un happy end, c'est une façon de souligner que l'ordre juste des choses a été rétabli après avoir été bousculé par l'intrigue. C'est l'équivalent filmique du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Maintenant, cet effet peut évidemment être détourné. Pensez à la fin de Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. On a là aussi un large dézoom avec un personnage qui s'enfonce dans le cadre, sauf qu'ici, c'est au sein d'un entrepôt secret de l'armée, où l'arche va être étouffée, probablement perdue à jamais dans les méandres d'une administration sans visage et totalitaire. Un contraste extrêmement fort avec l'aventure légère d'Indy, qui la replace dans un contexte plus réaliste et beaucoup plus froid. On a le même effet à la fin de Usual Suspect, où on a la fausse impression d'une justice rendue, qui est immédiatement contrebalancée par la révélation finale de l'identité réelle de Kaiser Soze. Un innocent auquel on s'est attaché qui s'en sort, tant mieux, mais un psychopathe en liberté, ça met tout de suite un peu plus mal à l'aise. C'est d'ailleurs un autre grand ressort du cinéma, le twist final. Sauf que comme je le disais dans ma vidéo dédiée à Ocean Eleven, faire un twist pour un twist, ça marche pas du tout. Il faut que tout le film ait posé un doute depuis le début pour qu'il fonctionne. C'est pour ça que la fin du Sixième Sens a été un tel phénomène culturel. Elle vient clore d'une certaine manière l'ambition du film de parler du rapport qu'on entretient avec notre propre mortalité et avec le deuil. A l'inverse, j'ai beaucoup de mal avec les fins ouvertes, du genre tu sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mon scénar il est beaucoup trop complexe. Inception en est un parfait exemple, où la fin engouffre tout le reste de la force du film pour la résumer en un seul point d'interrogation grossier qui déchaîne les amateurs de théorie et nous offre ces merveilleuses vidéos. La fin de machin explained. Franchement, si un film nous donne juste l'impression qu'il y a un escape game à craquer, je trouve ça assez léger. A l'inverse, un genre de fin souvent décrié mais que je trouve ultra intéressante, c'est les freeze frames. Ces arrêts sur image qui interpellent toujours par leur côté assez cheap et brutal, comme si on nous sortait d'un coup d'une rêverie après 2 heures d'images en mouvement. L'arrêt sur image peut nous permettre de geler les enjeux du film, comme pour nous dire qu'une fois fini, l'histoire appartient au passé du spectateur. C'est par exemple le cas dans Rocky ou dans Breakfast Club, où le plan final figé devient une icône qui résume en une seule frame toute la proposition du film. Mais le freeze frame peut aussi nous interroger sur ce que l'on peut attendre d'une fin, puisque celle-ci reste en suspens, comme dans Thelma et Louise où la voiture restera figée pour l'éternité dans les airs, ou plus parlant encore dans Les 400 coups de Truffaut, qui a été un des premiers à l'utiliser. Antoine, qui vient de s'enfuir de la maison de correction, on se retrouve seul sur la plage sans trop savoir quoi faire après. L'arrêt, ici, nous coupe, nous et Antoine, dans notre élan de fuite, pour nous renvoyer à la propre impasse de nos rêves de liberté. Et on pourrait encore parler de plein d'autres types de fins, notamment celle des portes qui se referment, dont la plus connue est sûrement celle du parrain, qui fonctionne un peu comme un rapport inversé au retour à la normale, puisqu'il suppose que le film continue sans nous, voire ne veut plus de nous dans un certain sens.
Tout ça pour dire que les fins sont sûrement avec les plans introductifs les moments les plus décisifs d'un film. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si tant de films ont des débuts et des fins qui se font écho. Comme dans Raging Bull, où ça devient une manière de montrer que la violence a tellement envahi la vie de Jake qu'elle en est son alpha et son oméga. Alors la prochaine fois que vous verrez ou reverrez un film, faites attention à comment il se termine, quel dernier goût il laisse en bouche. C'est sûrement le meilleur point de départ pour analyser ce qu'il a eu comme impact sur vous. I'm finished. On arrive vers la fin justement, et avant de vous laisser là-dessus, je voulais me lancer dans une petite expérience inspirée par mon gars sûr, Clem de Cinescope, en vous proposant de voter en commentaire pour le sujet de la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus entre le réal indé qui a changé la face du cinéma ou l'architecture du studio Ghibli? Je vous laisse me dire ça en dessous de la vidéo. A plus dans le bus.